Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père. Sauf qu'on ne va pas parler d'économie. Sauf qu'on ne va pas parler d'économie, mais j'ai gardé le titre parce que tout en le disant, je me suis dit, si je dis la philosophie expliquée par mon père... Alors ça ne va pas être triste. Hein. Ça ne va pas être triste, on va perdre la totalité de notre audience. Déjà qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on va dire. Si en plus on leur dit dès le début, les gars, on ne sait pas où on va, donc suivez-nous, ça va être sympa. Et en présence évidemment du DAF qui aujourd'hui a un petit foulard, vous allez voir, il y aura des inserts, il est super mignon. C'est les filles de ma fille qui l'ont mis. Elles ont décidé qu'il était temps qu'il soit smart puisque c'était... Ils ont mis un foulard pour sortir dans la rue. Voilà, la nouvelle saison, et donc elles l'ont mis sur son 31. Bon, pour l'instant, il se victimise, mais il ne dit trop rien. J'attends bientôt que les chats aient des costumes en crochet. Ça va être l'étape d'après. Ils vont arriver avec des petits bottillons comme ça. Non, je rigole. Jamais on ferait ça, ces pauvres bêtes. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est né d'une sorte pour parler plus sérieusement, de réflexion autour de la société actuelle. On a déjà souvent parlé, il faut être vraiment complètement en dehors du monde pour ne pas se rendre compte de ce qu'on appelle à droite, mais partout même, les dérives woke. Ce qui nous amène quelque part aussi, et pas simplement, à essayer de considérer les racines philosophiques quelque part de notre civilisation. Et ça n'est pas simplement qu'à propos des délires woke qu'on est amené à se poser ces questions, c'est aussi quelque part pour les fondements démocratiques qui aujourd'hui semblent de plus en plus mis à mal quand on voit les gens dans la rue, l'espèce de brutalité du pouvoir aujourd'hui qui nous gouverne à coup de 49.3, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un homme-enfant à coup de bâton. Et à coup de bâton qui nous explique que, en gros, il nous emmerde et que c'est très bien comme ça, et que vaille, il faut que la machine avance. Et que parce qu'il a été élu par 20% des Français, il doit être tout puissant. Mais c'est une dérive de la pensée, ça, c'est pas du tout le cas. Après un épisode Covid où aussi nos libertés individuelles ont été massacrées. Donc, on s'était dit, on va faire un petit arrêté du temps, là. C'est un peu dans la lignée de ce qu'on avait fait pour les garçons. Voilà, un peu dans la lignée de ce qu'on avait fait pour les garçons. Et Charles avait envie de vous parler, quelque part, de ce que Toynbee appelait les idées missionnaires. Les idées missionnaires. Voilà. Alors, les idées missionnaires, Toynbee, vous savez, c'est cet historien britannique qui vivait dans les années 30, qui avait été très impressionné par la guerre de 14, à juste titre, et qui a écrit un livre qui s'appelait A Study of History, c'est-à-dire, et qu'on a traduit en français, qui existe, qui est disponible partout, qui s'appelle L'Histoire. Et c'était une espèce de réflexion sur la liaison entre les civilisations, les religions, au travers du temps. Et il disait qu'émergeait de temps en temps des idées révolutionnaires. Et alors, les idées révolutionnaires qui avaient émergé depuis longtemps, si vous voulez, c'était le christianisme, puis les dérives du christianisme, je vais en parler, puis ensuite, par exemple, la religion musulmane, c'est véhicule des idées missionnaires aussi. Donc, et là, je voudrais vous parler des deux qui ont façonné nos civilisations. Le premier, c'est le christianisme, avec la primauté de l'individu sur le groupe. Vous savez, on en a souvent parlé ici, on a dit, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1, c'est la vieille astuce. Et à partir du moment où Dieu ne sait compter jusqu'à 1, on est tous égaux dans l'œil de Dieu. Il y a Saint Paul qui dit, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, on est tous égaux dans l'œil de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'égalité de tous les hommes. À partir de là, vous arrivez à la notion qu'on doit tous être égaux aussi devant le droit, ce qui est parce que puisqu'on est égal dans l'œil de Dieu, donc on a les mêmes droits, et donc le droit doit être le même pour tous. Donc on arrive au libéralisme avec Locke. Et puis, comme l'homme est à la fois bon et méchant, le mal passe en chacun d'entre nous, c'est une notion, une vieille idée du christianisme. Beaucoup de tribus pensaient que eux, c'était le bien, et que la tribu d'en face, c'était le mal. Donc on leur mettait sur la gueule parce qu'ils le méritaient bien, quoi. Et du reste, l'autre n'avait pratiquement pas d'âme. Non. Puisque c'était un barbare, il était toujours dans les grandes... Et on appelait barbare, ça vient du grec, parce qu'il parlait comme vous savez, les barbares. C'était les Perses qui parlaient avec un petit peu... À ce compte-là, il faudrait aussi tous les Hollandais. Hein. Les Hollandais, oui, c'est une maladie. C'est un cancer de la gorge. C'est une maladie de la gorge, le Hollandais. Mais enfin, ça, c'est autre chose. On peut pas faire. Donc, on avance comme ça. Et puis,
Donc, la base de notre civilisation, sur laquelle est tout fondé, c'est la primauté de l'individu, l'égalité devant le droit, et le fait que, étant tous mauvais ou étant capables de faire le mal, chacun d'entre nous, il faut bâtir des systèmes politiques qui empêchent les vraiment méchants de faire trop de mal au type qui demanderait à la personne, quoi. Donc, c'est la séparation des pouvoirs, c'est Montesquieu. C'est Montesquieu, puis c'est Locke, puis ensuite c'est la démocratie représentative. Enfin, on avance, c'est toujours un petit peu crasseux, mais enfin dans le sens c'était une idée de liberté individuelle appuyée sur le droit et empêchant l'État, qui est nécessaire, de martyriser tout le monde. Voilà, c'était un peu ça la ligne de pensée. Et ça nous a amené à la Révolution américaine. Parce que la Constitution américaine est une constitution tout à fait étonnante, qui intègre toutes ces notions que je viens de donner. Et donc qui amène la séparation des pouvoirs. Les trois pouvoirs sont égaux. Il n'y en a aucun qui est privilégié, alors que dans la Constitution de la 5e, l'exécutif est supérieur au législatif et au judiciaire. Donc on a un gros problème là. D'ailleurs, ça se voit tous les jours. Et puis, le fait que l'homme soit méchant est intégré. Et puis, ils intègrent leur constitution in God we trust, c'est-à-dire que, en principe, il y a un droit naturel extérieur, mettons les 10 commandements, qui commande toute la structure. C'est-à-dire que c'est une société qui se veut chrétienne. Je dis pas qu'elle l'est tout le temps. En ce moment, ils m'agacent beaucoup, par exemple, parce qu'ils font des tas de bêtises partout, mais c'est une société qui est bâtie sur un ordre fondamentalement chrétien, quoi. Et de sorte que des notions de bien et de mal très hiérarchisées sont prises en compte. Absolument. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Voilà. Point barre. Et on ne les discute pas parce que ça vient d'ailleurs. Le mensonge, voilà. Le mensonge, oui, le mensonge, par exemple, quand vous mentez au Parlement en Grande-Bretagne, puisque là, c'est devenu beaucoup aussi la Constitution américaine, vous pouvez aller en tôle. Moi, je le dis souvent, j'ai un de mes copains qui était un désespoir du Parti conservateur, on pensait qu'il allait être Premier ministre. Il s'était fait payer un week-end par un... Fais attention à ton micro sur ta Oui, il s'était fait payer un week-end avec une amie au Ritz à Paris, on l'a su, il a menti devant le Parlement, il a fait 2 ou 3 ans de tôle, quoi. Alors que... Bref. Pour une gaudriole. Pour une gaudriole, il aurait mieux fait de pas la faire. Bien, donc ça, c'est la structure de c'est une structure qui est directement chrétienne, la primauté de l'individu sur la tribu, alors que par exemple toute la société asiatique est fondée sur un ordre confucéen où chacun, le fils doit respecter le père, qui respecte le commander du village, qui respecte le chef de la province, qui respecte l'empereur. Donc c'est un ordre hiérarchique où dans le fond, on cherche à faire le bien de tout le monde, et puis le bien individuel, dans le fond, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas... Donc, il y a donc des sociétés peuvent fonctionner avec des ordres complètement différents. Et puis, donc la Révolution américaine s'est passée vers 1770, par là. Et puis en 1789, on a eu une révolution en France qui a aussi exporté des idées missionnaires. Et c'est pas du tout les mêmes. On pense que dans le fond, parce que nous, au départ, on a pensé que c'était Montesquieu, qu'on allait faire une séparation des pouvoirs, que le roi allait rester, etc. Mais en fait, les idées véhiculées étaient totalement antinomiques de tout ce qui avait eu lieu avant. Elles étaient complètement nouvelles, et elles venaient de Rousseau. J'en voudrais toujours aux Suisses, que j'aime bien, de nous avoir exporté Rousseau, parce qu'ils auraient mieux fait le garder pour eux, tiens. Il a fait un mal, celui-là. Et donc, qu'est-ce que disait Rousseau ? Il disait que, dans le fond, l'homme était bon, et que c'était la société qui le rendait corrompu. Il abolissait cette notion que, dans le fond, le mal passait entre chacun d'entre nous. Donc, l'homme était bon. Et ce qu'il fallait, c'était changer la société pour retrouver cette bonté de l'homme. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que si vous lancez des idées pour changer l'homme, par exemple, il faut qu'on soit tous égaux, allez, et si quelqu'un s'y oppose, comme le but, c'est d'arriver au paradis sur Terre où tout le monde sera bien avec tout le monde, il n'y aura jamais... Si vous vous opposez, c'est que vous êtes un méchant, et donc il faut vous liquider. Mmh. Donc, l'idée Rousseau, l'homme est bon, et ce qu'il faut, c'est changer l'homme par l'intermédiaire de l'action de la société pour en faire un homme. Il retrouvera sa bonté originelle. C'est automatiquement, ça se termine toujours dans les camps de concentration.
Ça peut pas être autrement. Et ça a eu une influence extraordinaire dans le monde. Marx, ça vient directement de Rousseau, si j'ose dire. Il faut changer la société pour arriver au paradis ultime. Donc, tu avances comme ça. Et ensuite, tu as eu toutes les fadaises socialistes, communistes, socialistes. Et quand le mur de Berlin s'est écroulé, quand l'Union soviétique est tombée, je me suis dit, tiens, enfin une bonne nouvelle. Maintenant, tout le monde sait que les idées de la Révolution française sont mauvaises, oui, et qu'on va pouvoir passer à autre chose. Étaient viciées, on va pouvoir passer à autre chose. Et donc, j'ai pensé que les idées de la Révolution française étaient finies, quoique c'était une idée qui allait disparaître, comme a disparu, je sais pas quoi, la croyance au feu magique, ou j'en sais rien. Eh bien, pas du tout. Elles sont réapparues aux États-Unis par l'intermédiaire d'un certain nombre de philosophes français qui avaient exporté ça dans les années 50. Type Bourdieu. De Bourdieu, etc., sous le nom de woke. Mm-hmm. C'est-à-dire que, dans le fond, on retrouve le vieux mythe. Nous ne sommes pas ce que nous sommes, ce que nous sommes quand nous sommes nés. On est né avec le péché originel, c'est-à-dire que le mal passe en nous. Maintenant, individuellement, on peut décider qu'on n'accepte pas la nature qui vous a été donnée, homme, femme ou n'importe quoi, et on est ce qu'on pense être. Mm-hmm. Alors ça déplace, autrefois, c'était Robespierre qui voulait nous transformer en êtres parfaits. Maintenant, ça a changé, c'est-à-dire qu'on dit on est parfait, et celui qui ne me reconnaît pas comme parfait, j'ai le droit de l'empêcher de parler. Alors, oui et non, si je peux me permettre, parce que quelque part, quand tu vois quelqu'un comme Sandrine Rousseau, qui t'explique qu'il faut déconstruire l'homme, ça n'est ni plus ni moins qu'une tentative de Rousseau d'homme nouveau. C'est-à-dire, c'est la même idée, mais au niveau individuel. Il faut détruire chaque homme. Voilà, mais parce que dans cette nouvelle société, l'homme blanc est un problème. Mais parce qu'il était chrétien. Oui, et donc lui, il convient de le déconstruire. Tu es une femme noire ou une femme arabe, tu n'as pas de problème dans leur reconstruction. Non. Tu ne dois te reconstruire quelque part que si tu es un homme blanc. Et tu remarqueras que l'homme blanc, cisgenre, l'homme blanc, cisgenre, etc., par définition, il est bâti sur une structure chrétienne. Dans nos sociétés, oui. Mais il n'y en a pas d'autres ailleurs. Oui, non. Donc la raison pour laquelle l'homme blanc a dominé le monde, c'est qu'il avait cette structure qui appelait à l'amélioration individuelle. Et donc, il fallait que tu bosses le plus possible, qu'ensuite que tu fasses le bien autour de toi. Et c'est ça qui a amené à cet extraordinaire... Et tu étais libre de le faire, en plus. Donc, ça allait de pair avec la liberté. Tandis que l'effort libéral, constitution américaine, Locke, Montesquieu, c'est de permettre à chaque homme d'être le plus libre possible. Et l'effort de la Révolution française, c'est d'interdire à chaque homme d'être libre parce que ça lui permettrait d'être différent. Mm-hmm. D'un côté, tu cherches la liberté, de l'autre côté, tu cherches une espèce d'égalité qui, dans le fond, est diabolique. Mais qui revient souvent à un égalitarisme plutôt qu'une égalité. Et donc, on coupe les gens... des gens qui sont trop grands, voilà. On étire les gens qui sont trop petits. Et on se retrouve, au lieu d'être sur le plus grand dénominateur commun, sur le plus petit ce qu'on voit. Et ça fait monter tous les médiocres, tous les gars qui ne sont pas bien dans leur tête tout seuls. Et on voit ça dans l'éducation nationale aujourd'hui, avec un niveau d'orthographe qui a baissé, un niveau mathématique qui a baissé, parce qu'on a baissé au nom de l'égalité. On a baissé au nom de l'égalité perçue. De l'égalité choisie, c'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai été un cancre pendant toutes mes études dans le secondaire, mais j'en voulais pas au type qui était premier de la classe, quoi. J'ai été un cancre, je savais pas très bien pourquoi, mais c'était pas ma faute, et donc j'en voulais pas aux autres qui avaient des bonnes notes. Tandis que t'aurais pas été rendre service aux autres que de m'amener au niveau où j'étais à l'époque. Mm-hmm. Non. J'étais pas celui qui devait déterminer le niveau de la classe, parce que... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a une différence absolument essentielle entre la Révolution française qui cherchait comme but ultime l'égalité en changeant l'homme, c'est-à-dire en lui enlevant le fait qu'il était unique, puisque c'est ce qu'a montré l'ADN, par exemple, il n'y aura jamais un autre Charles Gave dans l'histoire, d'ailleurs Emmanuel Gave non plus, que ce soit bien ou soit mal, mais il n'y en aura jamais un autre, c'est pareil. Ouais. Et de l'autre côté, des gens qui veulent absolument que je ressemble à tout le monde, que je ferme ma gueule, etc. Donc c'était une bifurcation totale, et à ma stupéfaction, j'ai vu réapparaître les ennemis de la liberté, cette fois-ci dans le camp de la gauche.
Ils ont souvent été à gauche. Hein. Il y avait une partie de la gauche qui était comme ça, mais dans le camp de la gauche, et je vois avec stupéfaction, par exemple, des journalistes de gauche aller dans le monde de la gauche. Ils sont souvent journalistes, quoi. 90% des journalistes ont voté pour Biden aux États-Unis, donc c'est pour te dire qu'ils sont plutôt du côté gauche, quoi. Et qui réclament la censure. Parce que la liberté de parole, ça va avec la branche de gauche. Avec la branche de gauche, je veux dire, avec le libéralisme, avec la liberté de penser, avec Locke, avec Montesquieu, tout ça, c'est la liberté de parole. Avec Rousseau, vient automatiquement empêcher le gars qui n'est pas d'accord avec toi de parler, parce que lui, il est méchant. Toi, tu sais ce qui est bon, et lui, il est méchant. Donc, je croyais que ça avait disparu, qu'on allait retourner vers un monde, c'est ce que disaient ceux que... Fukuyama, c'est ce qu'il disait Fukuyama, il disait Revel disait ça aussi. Revel, qui a vécu, Jean-François Revel, dont on a parlé ici, on a fait une émission sur lui, qui était donc un penseur libéral qui écrivait beaucoup après la chute du mur de Berlin et sur... il n'en revenait pas d'ailleurs. Et quand on voit ses écrits, il était persuadé qu'on allait au contraire vers un monde de libéralisation de la parole et qu'il n'y aurait plus cette espèce de hiérarchie idiote dans les médias. Quand il l'a vu réapparaître après en disant lui, on pouvait pas l'empêcher de parler parce qu'il était arrivé à tel niveau de notoriété que sa parole passait. Mais quiconque suivait Revel ou disait du bien de Revel était immédiatement blackboulé par tous les gars autour qui étaient l'ancien. Donc il est resté cette structure autoritaire du marxisme, rousseauisme, en France par exemple, dans l'université, et qui a littéralement empêché tous ceux qui étaient de l'autre bord de parler. Et puis maintenant, on se retrouve dans un monde où la parole s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a que eux qui ont le droit de parler, et ils disent des choses complètement inintéressantes parce qu'ils disent tous la même chose. Parce que s'ils se mettaient à dire quelque chose d'autre, ils seraient immédiatement expulsés aussi. Et alors c'est drôle parce que cette sorte de relativité qu'ils introduisent dans ce qui est la vérité, maintenant arrive même aux sciences. C'est-à-dire que quand tu regardes des débats de ces gens-là dans ces émissions, c'est dans l'air, c'est ce soir, je sais pas quoi, il n'est pas rare de voir des économistes qui tiennent des propos sur la dette, sur la structuration de la dette, voilà, et on va leur dire ah oui mais ce sont des sciences dures. Or, il faut être plus souple que ça, quelque part. Vous n'avez pas à mettre vos visions. Tu dis, mais ça n'est pas ma vision, c'est une réalité. Il existe une telle chose encore que les mathématiques, que 1 et 1 font 2, que 3 000 milliards de dettes ont une conséquence sur la charge de la dette. Et à force de relativité consubstantielle à leur message, ils n'arrivent même pas à regarder des réalités en face, puisque tout est susceptible d'être bougé dans les lignes de la volonté. Voilà, ce que tu dis est très important, c'est-à-dire que la branche libérale et la branche rousseauiste se séparent parce que dans la branche libérale, il y a des concepts qui ont été donnés que nous n'avons pas développés. Par exemple, les 10 commandements. Voilà, il y a des réalités objectives sur le bien et le mal. Donc on peut analyser le monde scientifiquement pour essayer d'en trouver les lois. Dans la branche subjective, là, de Rousseau, etc., les lois ne peuvent pas exister puisque la réalité n'existe que dans le cerveau de chacun individuellement et c'est lui qui détermine ce qu'est la réalité. Par exemple, j'ai décidé que j'étais une femme aujourd'hui. Bon, très bien, tu as décidé que tu es une femme. Mais ça ne veut pas dire que tu es une femme objectivement. Mais on se retrouve donc dans un monde, et ce que je dis toujours, c'est que la branche de Rousseau, il n'y a pas de... Si j'ose dire, je vais sans doute dire une bêtise là, mais le seul tort de Hitler, c'est d'avoir perdu la guerre, parce que il n'y a pas de bien ou de mal objectif. C'est dans le fond ce que tu veux qui détermine, que c'est toi qui détermine ce qui est le bien ou le mal. Attends, là tu m'expliques. Chez Rousseau, c'est toi qui détermine ce qui est le bien. Oui, c'est ça. Voilà, c'est toi tu détermines que dans le fond ce que tu veux toi, c'est le bien. Et tu veux le bien pour tout le monde aussi, mais c'est toi qui détermines ce qui est le bien ou le mal. Alors que la détermination morale du bien ou du mal dans la branche est faite en haut. C'est-à-dire qu'il y a un droit naturel, il y a un Dieu qui existe, et qui vous a dit, vous ferez pas ça, vous ferez pas ça. Par exemple, le droit, l'un des 10 commandements, c'est tu ne tueras point. D'ailleurs, ça a été mal traduit. Mais c'est en fait, tu ne commettras pas de meurtre.
si tu traduis il y a 2 mots en israélien, enfin en hébreu, il y a le meurtre et il y a la défense légitime, etc. Tu vois. Donc tu ne commettras pas 2 meurtres, c'est-à-dire ce qui est parfaitement compréhensible. Parce que tu ne tueras point, à ce moment-là, si tu ne tues pas, ben, tu peux pas bouffer des animaux, tu peux pas te défendre en cas d'attaque, tu peux pas. Dans ces cas-là, ça pose quand même la question en cas de guerre. Tu peux pas avoir de soldats. Tu peux pas te défendre contre Hitler, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, il y a une espèce de droit naturel qui trouve sa source dans une réflexion religieuse qui la précède, tu vois, qui est bien avant, c'est mettons le judéo-christianisme. Et dans l'autre, c'est toi qui décides de ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il n'y a rien qui détermine ce qui est le bien et le mal, sauf ta propre subjectivité et relativité. Et celui qui est au pouvoir en ce moment qui décide ça c'est bien, ça c'est mal. Et donc Orwell et Rousseau. Tu vois, Orwell, c'est lui qui décide, ou Pol Pot, et c'est la liberté, c'est l'esclavage, la démocratie, c'est la dictature. Tu vois, tu changes le sens des mots, et en changeant le sens des mots, tu finis par plus personne ne comprend rien. Mais c'est à se demander, dès lors, si cette volonté woke d'insister autant sur... Ils veulent être Dieu. Non, mais voilà, sur le non-genré, voilà, sur dire un homme est une femme si elle le choisit, une femme est un homme si elle le choisit, n'est pas aussi une façon de détruire nos réalités, c'est-à-dire des réalités que je vais appeler dures, en faisant croire à l'homme qu'il serait tout puissant et en remplaçant la loi humaine par cette loi du désir. C'est-à-dire, je désire être une femme, je désire louer un utérus, je désire faire ceci ou cela, mon désir est Dieu. Mon désir remplace les lois. Et si ton désir remplace les lois, à ce moment-là, tout est marchandise. Voilà, c'est là où on arrive dans notre deuxième point. Tout est marchandise. La réification, par exemple, du corps des femmes, etc., c'est quelque chose qui se pratiquait assez peu dans les régions chrétiennes au Moyen-Âge, par exemple. Il y avait des très belles femmes et tout. Mais enfin, la femme n'était pas considérée comme un objet. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens me disent que le libéralisme, c'est de louer des ventres en Californie. Je dis, c'est le contraire. C'est quand, si j'ose dire, le fondement chrétien de nos civilisations s'effondre, qu'on commence à louer le libéralisme, parce qu'à ce moment-là, c'est le désir d'avoir un enfant alors que je suis un homosexuel homme. Voilà, alors attends, je vais bien expliquer pour les gens. Charles vient de vous expliquer qu'il y avait donc 2 branches. Vous aviez ici la branche donc libérale, chrétienne, depuis la nuit des temps, qui quelque part avait intégré les valeurs de la loi, les lois étant les lois divines, les 10 commandements. Et là, vous aviez la pensée de Rousseau, qui s'est construite donc qui ensuite a été menée par la Révolution française et qui a fait naître quelque part cette loi du désir de l'homme, puisque tout à coup l'homme était bon. L'homme cherchait à être Dieu. Il n'accepte plus la présence d'une loi supérieure. Il n'accepte plus la présence de la nature, de l'ordre qui nous a été donné. J'ai fait l'homme et j'ai la femme, il ressemblait à Dieu, et Dieu s'est rendu compte que c'était bon. Là, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Donc, on refuse Dieu et on est Dieu. En fait, c'est un effort en refusant la divinité pour se transformer soi-même en Dieu. Donc on est presque dans une idée à la Antigone, tu sais. Est-ce que tu acceptes les lois de la société ou est-ce que tu les fais toi-même ? Et sans être créon, on peut quand même se poser la question de, effectivement, comment on établit notre propre volonté face à une structure qui est celle d'une société préexistante. Mais aussi, il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que si chacun d'entre nous crée le monde et Dieu pour son monde à lui, comment tu mets de l'ordre dans tout ça ? Parce que, comment tu hiérarchises les volontés ? Comment tu hiérarchises les volontés ? Comment il y a plus d'une volonté ? Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Et donc ça mène automatiquement à la tyrannie, où celui qui dispose de l'État écrabouille ceux qui n'ont pas le même désir que lui. Alors c'est pour ça qu'au fil du temps, il y avait cette chose remarquable, en tout cas en France, qui étaient les grands juristes. Il y avait des grands juristes comme Portalis, qui... Montesquieu. Non, mais qui, quelque part, avaient réfléchi à la structure de pensée entre les libertés individuelles et les volontés. Et là, c'est la nécessité d'une hiérarchie dans les libertés, et puis la volonté de celui qui doit exercer. Et on était arrivé en liberté individuelle, en liberté de la personne, à cette notion qui permettait de contourner ce qui devrait la servitude volontaire, la boétie, qui était la dignité de la personne, qui était une notion effectivement quelque part
qui devait être appréhendé. On est digne parce que on est unique dans l'œil de Dieu. Donc notre dignité individuelle vient du fait que Dieu nous regarde comme il regarde chacun d'entre nous. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que cette dignité individuelle, elle était à l'intérieur de ce monde chrétien. Chacun était... Et au nom de cette dignité individuelle de l'homme, qui était consubstantielle à l'homme, on ne pourrait pas décider de devenir l'esclave de quelqu'un, on ne pourrait pas décider non plus de louer son ventre à quelqu'un, parce que la loi du contrat, la loi mercantile, la réification du corps, s'arrête à la dignité de la personne. Et la dignité de la personne, concept juridique qui est dans la Constitution, nous empêche nous-mêmes de nous de rentrer en servitude. De nous mutiler, par exemple. Et de nous mutiler, ou de laisser la volonté d'autrui qui serait supérieure à la nôtre, parce que mercantilement supérieure, parce qu'on serait en Inde, qu'on serait pauvre et qu'on se retrouverait à vendre nos reins. Et donc, notre système juridique avait eu l'intelligence de penser cela et de dire, il y a une dignité de la personne et personne ne pourra empiéter sur cela. Cette dignité. Et ce qui avait tout à fait extraordinaire, c'est quand on regarde l'Europe chrétienne, donc qui commence, mettons, au 10e, 9e, 10e, 11e siècle, il n'y a jamais eu d'esclaves en Europe. Il est arrivé que des Européens et des esclaves en dehors d'Europe, par exemple dans les îles, mais l'esclavage n'a jamais existé en Europe. C'est la seule civilisation où il n'y a jamais eu d'esclaves. Je crois que c'était au XIe siècle, il y avait un traité Terra Franca. Je sais pas. À partir du moment où tu mettais le pied sur le sol français, tu étais un homme libre. Tu étais un homme libre. Donc, la civilisation chrétienne est la seule qui est exclue dans son fonctionnement dès le départ l'esclavage. Bon, il y avait des serfs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, on peut discuter du traitement des serfs qui étaient... Qui n'avaient pas le droit de quitter leur terre et tout, mais ça, c'était des... Mais en attendant, il n'y avait pas d'esclaves. On ne pouvait pas les... Alors que dans le monde orthodoxe, il y en a eu. Enfin, pas vraiment. C'est un peu plus compliqué. Bon. Non, mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a deux conceptions de l'homme. L'homme sous l'œil de Dieu et l'homme Dieu. Et chaque fois qu'on va vers l'homme Dieu, on va vers des désastres. C'est-à-dire que je refuse la nature telle qu'elle a été créée et je vais l'améliorer. Et on est en train d'arriver dans un nouveau désastre. Et ce qui est très curieux, c'est que il y avait un de mes amis qui était indien qui me disait « Vous êtes complètement cinglé dans l'Occident parce que 90% des gens du monde, j'ai déjà dû le dire d'ailleurs, quand ils se réveillent le matin, ils font une prière. Et puis vous êtes les 10% qui restent et vous allumez BFM TV. C'est quelque chose qui ne va pas dans votre tête parce que vous feriez mieux de prier un petit coup. » Et je me suis dit, cette volonté d'être Dieu est tout à fait occidentale. Bon, il y a d'autres qui l'ont eu avant, mais... Et c'est pour ça que le reste du monde commence à nous mépriser complètement. Parce qu'on est en train de devenir tellement fous que les autres se disent, mais ils sont complètement marteaux, quoi. Donc je crois que cette perte de prestige qu'a l'Occident en ce moment, qui est très perceptible, ça vient au fait du fait qu'on refuse complètement le côté de suivre ce qu'est la nature, pour dire non, nous on est beaucoup plus fort que la nature. Alors ça fait notre force pendant très longtemps, mais quand on arrive à des imbécilités, ça fait notre faiblesse aussi. C'est-à-dire que ça fait notre force pendant très longtemps quand on se prend pour Dieu pour trouver des vaccins, pour enrayer le typhus. Ça, c'est pas vraiment se trouver pour Dieu, c'est simplement on essaye de comprendre comment Dieu a créé la nature, donc c'est les études scientifiques, pour retrouver des façons de corriger les erreurs. Ça, c'est pas trop grave. Oui, mais quand tu le pousses plus loin, plus loin et tout à coup, tu vas trouver le bébé embryon. Mm-hmm. Donc, à partir du moment où tu vas commencer à faire des fives, où est la limite scientifique et où est je contourne la nature et je me prends pour Dieu. C'est le problème du curseur, c'est ça. C'est-à-dire que d'autres pourraient te dire dans des pays musulmans que et d'ailleurs, pardon, mais les Mormons sont contre les vaccins et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils disent si la personne doit mourir, elle doit mourir. C'est l'envoyé de Dieu. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah. Mais c'est une notion extrêmement importante parce que justement, il y a toute une partie de ces gens à droite, là, les gens de Rousseau, qui ont remplacé Dieu par la science. Et donc, maintenant, ils disent, quand ils font une de ces tentatives imbéciles, la science a parlé. C'est comme... Dans les obscurantistes au Moyen-Âge disaient « Dieu a parlé », qu'est-ce qu'ils en savaient, je veux dire, ou comme les gars en Iran, ils ont une ligne directe avec Dieu, qui sait ce que veut Dieu. Mais ils se servent de ce qu'ils appellent la science pour empêcher la liberté de parole.
Et donc, en cela, ils sont complètement dans le camp de Rousseau et pas dans le camp des libéraux. Normalement, la science vient des libéraux, mais si elle est capturée par les autres, elle devient tyrannique. Et on le voit très bien, par exemple, sur les discussions sur le CO2 dans l'atmosphère, quoi. On en a souvent parlé ici. J'ai pas le droit de parler parce qu'il y a 3 corneaux qui ont fait une licence de sociologie qui m'explique que, alors qu'il y a des tas de scientifiques qui vous disent tout ça c'est du pipeau, donc on devrait pouvoir en discuter, mais on n'a pas le droit. Donc, le côté Rousseau amène naturellement et toujours à empêcher ceux qui sont pas d'accord de parler. Qui se servent de la science ou du pouvoir, c'est la même démarche intellectuelle, c'est moi je sais, vous savez pas. Et donc, je vous mets en cabane. Et donc, c'est un des drames à l'heure actuelle. Et ben, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, il ne peut pas y avoir de redressement de la France, dont les gens parlent beaucoup, espèrent beaucoup, sans qu'on bascule du côté de Rousseau, à nouveau, vers le côté libre. Et ceux qui me disent qu'ils sont de gauche, ça veut rien dire. Tu vois, tu me dis, je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche. Je dis, bravo, ouais, très bien, moi. Si ça vous fait sentir mieux, c'est pas un problème. Mais est-ce que vous êtes contre Rousseau? Est-ce que vous acceptez qu'il y a une loi naturelle? Et si vous n'acceptez pas qu'il y a une loi naturelle qui nous impose des choses, ben vous êtes pour Rousseau, et donc... Mais est-ce que tu crois pas... C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que, en définitive, ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire que de plus en plus la gauche devient intolérante, c'est-à-dire les Rousseau n'acceptent plus la moindre contradiction, est complètement intolérante, ce qui fait que tous les gens qui étaient un peu au milieu, qui se disaient d'une gauche jaurétienne, Blum, ce que tu veux, disent « Ah oui, moi je me trouve de gauche », mais sauf que comme ils respectent l'ordre naturel, qu'une femme est une femme, et le libre arbitre, le libre choix, ils se retrouvent un peu orphelins, parce qu'effectivement, tous ceux qui sont là-bas... C'est-à-dire qu'ils sont complètement trompés, ils ont pensé que Rousseau était de gauche, alors que Rousseau, c'est le père de tous les totalitarismes. Moi, je prétends que la Révolution française a été la matrice de tous les totalitarismes. On l'a vu, par exemple, dans ce film où on montrait la Vendée. C'est là, on grillait, on noyait, on faisait des livres en peau d'enfant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une truc qu'a fait ensuite le nazisme et le communisme que n'avait pas fait la Révolution française, quoi. Donc, la matrice de toutes les révolutions, vous n'avez pas le droit de penser parce que vous pensez mal. Ça a été la Révolution française. Et que, aussi, ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois, ils avaient un modèle de l'homme nouveau. Le citoyen nouveau, qu'on a vu ensuite dans les jeunesses hitlériennes et dans le petit livre rouge. Que Dieu avait loupé son coup en faisant l'homme, qu'il fallait qu'on se mette au boulot et qu'on fasse mieux. Et Mao l'a fait ensuite, les hommes devaient être habillés comme ça, avoir des vélos comme ça, avoir un enfant, et tout était normé, pensé pour toi. Donc ça amène, la pensée de Rousseau amène automatiquement au totalitarisme et à la tyrannie. Et ben c'est ce que Revel, qui disait à peu près la même chose, mais enfin, appelait la tentation totalitaire. C'est-à-dire que la gauche a une tentation totalitaire innée, alors que la droite chrétienne ne peut pas. Oui, puisqu'on respecte l'individu. Puisqu'on respecte l'autre comme étant égal. Donc les gens, il y a toute une série de gens en France qui ne peuvent pas ne pas se sentir de gauche, parce que, mon Dieu, c'est bien porté dans les salons. Mais il ferait beaucoup mieux de se rapprocher de leurs origines chrétiennes, ils seraient beaucoup plus à l'aise. Oui, le problème, c'est que quand tu dis des gens de gauche, il y en a plein qui n'ont pas d'origine, enfin, qui ont des origines chrétiennes de fait, puisque quand tu es de région ou quoi que ce soit en France, tu es chrétien par tes ancêtres. Mais qui, eux, si eux ne le sont pas ou eux ne l'ont pas vécu, c'est là où peut-être où... Mais il faut bien que les gens se rendent compte qu'il n'y a, encore une fois, que de révolte individuelle contre cette espèce d'ordre tyrannique, et qui prend des formes différentes. Mais si vous voulez, encore une fois, moi j'ai cru que la Révolution française était morte avec l'Union soviétique, et bien pas du tout, elle est en train de revenir avec des oripeaux encore plus horribles. Et alors, quelque chose dont on parlait juste avant, c'est ce besoin surtout de ce mouvement issu de Rousseau, de se servir de la notion de bien commun pour nous taper dessus, quelque part. Alors ça, c'est un peu leur terreau central. C'est leur terreau central. Alors, revenons encore une fois à ce dont on a discuté ici. Vous avez souvent expliqué que les mots ont leur sens. Que quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables, disait Confucius. C'est une vieille idée chinoise. Donc, l'idée du bien commun vient encore une fois, de la religion catholique. Et
pendant longtemps, la chrétienté, il y avait la religion catholique et le pouvoir exécutif qui était fait par un roi, le roi, etc. Et donc, ce que devait faire le roi, c'était de promouvoir le bien commun de son royaume. C'est-à-dire qu'il ne devait pas gouverner pour son intérêt personnel, il devait essayer de trouver une espèce d'équilibre pour que les gens dans son royaume soient le plus heureux possible ou le moins malheureux possible. Tu vois, parce qu'à l'époque, c'était plutôt le moins malheureux possible, parce que la vie, c'était pas rigolo. Donc, cette notion du bien commun est une notion profondément chrétienne. Donc, le roi doit parfois prendre des décisions difficiles pour certains d'entre nous, de façon à assurer le bien commun du reste de la population. Bon. Par exemple, il faut couper le cou je sais pas, aux assassins ou aux voleurs, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de prison à l'époque, donc on ne pouvait pas les entretenir, donc on les liquidait. Bon. Et cette notion est complètement inhérente à l'idée chrétienne du gouvernement, c'est-à-dire que tu gouvernes. Ta légitimité pour gouverner, c'est que tu veux faire le bien commun de ton peuple. Donc c'est un truc, c'est compréhensible d'ailleurs. Et là, depuis quelques années, nos ennemis, toujours les mêmes, ceux qui sont du côté de Rousseau, etc., ont décidé de s'emparer de cette idée et d'en retourner le sens. Parce que qu'est-ce qu'avait créé le monde libéral? Il avait créé des libertés individuelles. C'est-à-dire qu'on avait par exemple le droit de réunion, le droit d'aller gueuler, le droit de syndicaliser, le droit... Tout ça, c'était des droits qui venaient du fait que il y avait eu des discussions, on s'était mis sur la gueule, puis on avait trouvé... Il y avait une série de libertés individuelles, l'égalité devant l'enseignement, je sais pas, des trucs comme ça. Et ils ont dit, on va se servir du bien commun pour liquider ces libertés individuelles. Parce que le but des gens de Rousseau, c'est toujours de nous atomiser au maximum, qu'on se retrouve tout seul et qu'on puisse plus s'appuyer les uns sur les autres, par exemple en famille, ou dans les villages, ou dans des comités, etc., pour résister. Parce que le but, c'est de résister. À partir du moment où tu réussis à détruire les libertés individuelles, tu te retrouves qu'avec des atomes, toi, tu as le pouvoir et tu peux donc les écraser. Mmh. Et ce qui se passe à ce moment-là, tu détruis les libertés individuelles. Et j'ai vu ça apparaître, mais en pleine lumière, ça m'a stupéfait au moment de la crise du Covid. D'un seul coup, ils ont dit, pour le bien commun, on va vous empêcher de sortir, on va vous coller des choses dans le sang, donc vous savez, non, c'est pas ce que c'est, etc. Donc ils nous ont fait toute une série de trucs, vous allez être payé alors que vous n'allez pas travailler, etc. Donc ils se sont servis de cette vieille idée chrétienne qui venait du camp opposé pour détruire les libertés qui sont, dans le fond, la seule façon qu'on a de résister contre eux. Mmh. Et je me suis dit, 20 Dieu, encore une fois, une trahison du logos, tu sais, c'est, tu te retrouves devant Orwell, le bien commun, c'est de détruire vos libertés individuelles. Mais non, mais c'est ce qu'ils ont fait, avec un culot qui dépassait l'entendement. Je me suis dit, mais enfin, et ma liberté individuelle, moi je veux aller à la messe le dimanche et je vous emmerde. Et si pendant 20 siècles, quand il y avait une épidémie, on faisait des processions pour demander pardon à la Vierge Marie, les gens se sentaient pas plus mal pour ça, quoi. Non, on n'avait plus le droit de faire de possession, on n'avait plus le droit d'aller à la messe, etc. Donc, ils ont détruit toutes nos libertés individuelles. Ils ont détruit un nombre de petits commerces incroyables, parce que les petits commerçants, c'est souvent l'endroit où se niche le début de la rébellion. C'est toutes les révolutions en France ont commencé dans un café, quoi. Parce que, avec 3 gars qui gueulaient. Rue de Rivoli, oui. Rue de Rivoli, ou je sais pas, oui, c'est ça. Dans le quartier latin, en général. Donc, toute existence d'une liberté individuelle comme des petits commerces, des cafés, des boulangeries, des écoles indépendantes, tout ça, ça doit être détruit pour pouvoir arriver à cet homme nouveau qui cherche. Et là, ils ont utilisé comme motif le bien commun. Donc, moi, j'étais obligé de me faire vacciner parce que j'aurais pu contaminer une vieille dame qui était là. Et en plus, on a trouvé, parce qu'on l'a plus ou moins tous fait pour ça, en se disant, bon allez, puisque je vais contaminer, je veux pas par rapport aux vieilles de... Alors, zéro lien. C'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et les gens qui nous le donnaient, en particulier Merck, savaient qu'une fois qu'on avait été vaccinés, on continuait à le donner, mais ça ne les a pas empêchés de nous mentir. Donc vous voyez ces espèces de groupes qui se mettent en place entre l'État puis des groupes très puissants pour essayer d'écraser nos libertés individuelles et nous atomiser. Et il y a des tas de gens qui disent, regardez, c'est le capitalisme, ils veulent complètement... Mais non, c'est le contraire. C'est le socialisme, c'est Rousseau qui veut nous atomiser pour pouvoir nous martyriser. Le capitalisme, il a besoin d'avoir des tas de petits boulangers, des tas de petits... Il aime beaucoup ça, il est très content. Et après, il faut pas que l'État soit capturé par des groupes qui cherchent à détruire les petits boulangers pour vendre du pain d'usine. Donc, il me semble qu'il y a dans la compréhension française l'idée que Rousseau est bon
et que nous, on est mauvais, alors que c'est exactement le contraire. Ceux qui ont amené tous les désastres, tous les massacres, les Cambodges, tout ça, ça a toujours été les partisans de Rousseau. Et les gens disent, ah, moi je suis Rousseau, mais le libéralisme, par contre, c'est très mal. Mais foutez-moi bien la paix, c'est le contraire. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que cette réification du ventre des femmes, par exemple, pour la GPA... ou du corps des femmes, la publicité. Du corps des femmes et ainsi de suite, ça n'est pas une libéralisation, ça n'est pas de l'hypercapitalisme, c'est au contraire cette tentative de création d'hommes nouveaux, de sociétés nouvelles. Qui n'auraient ni père ni mère. Qui est chère aux gens comme Pierre Berger. Voilà. C'est ces gens-là. Et ces gens-là ne sont ni de droite ni de gauche. Tout ce qu'ils veulent, c'est façonner une société de leurs idéaux à eux, sous prétexte de civilisation qui serait supérieure et qu'ils le pensent. Et c'est absolument contraire. Vous ne verrez jamais un chrétien qui dirait « oui, c'est formidable de louer le ventre des femmes ». Parce qu'on a, encore une fois, cette notion de respect de l'individu et surtout de non-commercialisation des corps. C'est complètement... Et les gens qui sont partisans de louer le ventre des femmes, etc., très curieusement, ils sont aussi tous partisans de l'avortement. Alors que parce que le droit, c'est quand même de protéger le plus faible, donc il y a toute une série de gens qui sont dans le camp de la liberté, qui disent le plus faible, c'est peut-être celui qui est dans le ventre de sa mère que rien ne défend. Donc il y a aussi, donc on voit bien que... Le plus faible dans le contrat, là, c'est la femme de Goa qui se retrouve à louer son ventre. À louer son ventre et à jamais voir le petit qu'elle a mis au monde. Et jamais voir le petit, et personne ne lui peut apprendre des traitements hormonaux qui vont probablement lui amener un cancer du sein 10 ans plus tard, et personne ne lui demande son avis parce que c'est un mari qui lui demande de faire une ferme. Toutes les usines où on faisait ça, à bébé, elles étaient en Ukraine. Oui. Elles étaient en Ukraine parce que ça allait faire des bébés blancs aux yeux bleus, ce qui était beaucoup mieux quand même. Donc, encore une fois, c'est une monstruosité. Tout ça, t'avais des usines entières de femmes en Ukraine, et les bébés sont nés pendant la guerre, là, et qu'est-ce qu'ils deviennent? Puisqu'il n'y a plus personne qui est venu les acheter. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces petits? Je ne sais pas. Personne ne s'en préoccupe. Moi, j'ai un prêtre en Pologne, qui est à la frontière ukrainienne, à qui qui vient souvent me demander de l'argent parce qu'il s'occupe de tous ces bébés, etc. Mais c'est effrayant. C'est littéralement diabolique. Tu as mis au monde des enfants pour des réseaux de vanité personnelle, et puis d'un seul coup, il y a une guerre qui arrive, et puis tous ces enfants, ils sont dans la nature, et qui s'en occupent? Qu'est-ce qui est? Les seuls qui s'en occupent, c'est les religieux, du côté... c'est pas Attali ou Main qui vont s'occuper de ces gars-là. Hein. Non. Des petits bébés, c'est Mère Teresa. Donc on voit bien lesquels sont dans le bon camp et lesquels sont dans le mauvais. Quoi. Qui s'occupe des plus faibles. Et un autre point, puisqu'on parlait de la capture du bien commun, c'est le contrôle des médias, en tout cas dans nos grandes sociétés. Dans nos grandes sociétés. Et ça, c'est vraiment une des maladies, justement, du capitalisme, du libéralisme, etc. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui arrivent à des réussites tellement extraordinaires. Vous savez, c'est la loi de Pareto, c'est 80% de la richesse est créée par 20% des gens, puis dans ces 20% des gens, il y a 80% de richesse qui a été aussi créée. Donc, vous vous retrouvez avec 5 ou 6 mecs en fin de parcours qui ont créé des monceaux de richesse, peut-être un peu par hasard, mais absolument gigantesques. Donc, ils sont à un niveau où ils se croient investis d'une mission, la plupart d'entre eux. C'est très visible avec un gars comme Bill Gates. Bill Gates, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il c'était un bon ingénieur, il a bidouillé des trucs pour faire des programmes. Enfin, il a trouvé des matheux qui l'ont monté les programmes. Il a monté le programme, il les a bien vendus, et ça a changé le monde, parce que d'un seul coup, on n'avait plus besoin de secrétaire. Oui, et puis ça se permettait de faire des calculs rapides. Bon. Très bien. Mais maintenant, il a une espèce de situation de monopole sur tous ces programmes dans le monde. Donc il a des rentes absolument gigantesques qui touchent chaque année. Et du coup, cet homme, qui n'est pas plus intelligent qu'un autre, se met à avoir des idées sur la façon dont le monde doit fonctionner. Par exemple, il dit il ne faut pas qu'il y ait plus de 500 millions de monde sur Terre, parce que sans ça, il y en a trop. Et puis, les femmes ne devraient pas avoir trop d'enfants. Mais qui lui a donné la compétence pour... Et puis, il a été élu par personne. Il n'a pas... Et donc, il tombe naturellement dans le camp des gens de Rousseau. Il faut faire un homme nouveau. Et donc, vous avez une alliance parfaitement naturelle entre ces gars-là et tous les cinglés qui veulent changer l'homme et changer la femme, etc. Il y a l'autre qui ronfle, là, ça fait plaisir. Il est dans un état, là, parler philosophie, ça le tue. C'est pas son truc, quand même. Et donc, on voit tous ces gens-là qui, dans le fond,
se disent, mais il faut que j'influence la société parce que si je suis aussi riche, c'est certainement que j'ai quelque chose à dire, quoi. Or, moi, j'en ai connu tout un tas de ces gars-là. Si j'ose dire, il y en a beaucoup, mon expression favorite, qui sont des porte-avions à moteur de Vespa. C'est pas parce que vous avez gagné plein de pognon que vous êtes un grand esprit. Vous avez gagné plein de pognon parce que vous avez gagné plein de pognon. Mais ça veut pas dire que vous êtes supérieurement intelligent. Non. Ça peut être le cas. Ou que vous sauriez régir une société. Ou que votre idée, que les idées que vous avez sont les bonnes pour élever les enfants, ou j'en sais rien. Donc, mais comme ils sont vaniteux comme tout, ils achètent les médias, qui sont pas très chers, puis en plus acheter un journaliste, ça coûte rien. C'est grotesque même à quel point c'est bon marché. J'ai jamais essayé, mais enfin on m'a raconté. Et puis vous savez, vous achetez tous les médias, puis au bout d'un certain temps, il y a ce que Berkoff appelle la réalité qui se profile, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de journalistes en France, ceux qui sont honnêtes intellectuellement et ceux qui ont un boulot. Les autres, ils n'ont pas de travail, quoi. Donc vous vous retrouvez avec Berkoff qui est tombé par hasard à Sud Radio, qui était une petite radio dont personne n'entendait parler, et puis qui en a fait un truc, mais c'est parce qu'il y a eu une erreur de surveillance, si je veux dire. C'est un blurp de l'histoire. C'est un blurp de l'histoire. Ils ont essayé de mettre ensuite le gars qu'ils avaient viré de je sais plus où pour le remplacer. Bourdin, mais il fait 3000 vues, donc il intéresse pas. Mais donc, de temps en temps, il y a une erreur de casting, comme ça. Bon, on a mis Berkoff au mauvais endroit. Mais il faut bien se rendre compte que tous les gens qui ont là, ce sont... ils ont la marque du collier autour du cou, quoi. Et donc, ils ne peuvent pas ne pas véhiculer les thèses de Rousseau. Ouais. Parce que, puisque c'est surhomme. Tous ces gars-là, je pense qu'ils sont des surhommes parce qu'ils ont réussi. Ils tombent dans le péché de Lucifer, quoi. Bien sûr, de vanité. De vanité, de orgueil. Et donc, ils se disent, bon, ben maintenant, je vais forcer les autres à faire ce que moi, je voudrais qu'ils fassent. Puisque je sais mieux que tout le monde. Puisque la meilleure preuve que je sais mieux que tout le monde, c'est que j'ai gagné plein d'argent. Mais attends, c'est un de séquitur. C'est pas parce que tu as gagné plein d'argent que tu sais mieux que tout le monde. Tu as gagné plein d'argent, ce qui te permet d'acheter les gars qui parlent, mais ça veut pas dire que tu es compétent pour ça. Et ça, quelque part, ça a très bien marché pendant longtemps. Et puis l'Internet l'a fait sauter. Ils ont essayé de contrôler l'Internet, on l'a très bien vu aux États-Unis avec les GAFA, etc. Mais la simple existence d'un truc comme l'Institut des libertés montre qu'ils sont en train de perdre. Oui. Tu vois, ce que je trouve extraordinaire, c'est que toi et moi, on puisse venir discuter comme ça tranquillement, des sujets qui nous passionnent, et que ça intéresse d'autres gens. Alors que eux, personne ne les regarde. Oui, non. Personne ne les regarde, et donc... Enfin, cela dit, personne ne les regarde, mais ils ont tous les médias principaux. Ils ont tous les médias principaux, donc logiquement, c'est pour ça qu'on a fait cet appel pour le groupe Causeur la semaine dernière, mais tu avais les chiffres de combien l'État donnait, oui. Alors, j'avais les chiffres de combien l'État donnait aux... attends, c'est dans mes photos. Aux différents organes de presse. Donc, d'ailleurs, le simple fait que l'État paye des organes de presse est une trahison invraisemblable de la liberté de la presse. Il n'y a aucune raison. La liberté de la presse implique l'indépendance financière de la presse. Ou vous réussissez à vous vendre et vous êtes indépendant, ou vous réussissez pas et vous devenez dépendant de l'État. Donc quand je vois l'argent que donne-moi les chiffres, c'est incroyable. Alors, je vais donner les principaux. Xavier Niel, qui a donc 43% du groupe Le Monde, ça veut dire Le Monde, Télérama, Courrier International, le Huffington Post, France-Afrique et Nice Matin, c'est 6 433 262 €. Alors, on va prendre les Bernard Arnault, avec Le Parisien, touche 1,8 million. Donc, tu vois comment Bernard Arnault a besoin d'1,8 million. Et puis, il touche ensuite aussi sur les chaînes de télévision qu'il peut avoir, ou j'en sais rien, quoi. Patrick Drahi, avec Libération, 1 million. 1,24 million. Bon. Et François Pinault, avec Le Point, on est à presque 1 million. Donc, tous ces gars-là reçoivent de l'argent, alors qu'ils sont... alors qu'ils pourraient le faire en danseuse. Enfin, ils pourraient mettre leur fonds propres, c'est-à-dire mettre, comme on dit en anglais, mettre sa bouche. Enfin, et encore, ils ont encore certains d'entre eux ont encore des journaux que les gens lisent, etc. Mais quand je vois des trucs comme l'Opinion, la Croix, l'Humanité, qui reçoivent des centaines de milliers d'euros alors qu'ils n'ont pas un lecteur, si c'est pas de l'achat d'influence...
Ah oui, c'est du public rédactionnel. Mais c'est honteux, ça veut dire que... Donc la première des choses que devrait faire un gouvernement libéral en France, si jamais il arrive, ce dont je doute d'ailleurs, non, mais il devrait supprimer France Inter, il devrait supprimer toutes les subventions aux journaux. C'est même pas libéral, c'est juste un gouvernement de bon sens. Parce que déjà, on n'a plus les moyens. Est-ce qu'on peut rappeler qu'on est 3 000 milliards de dettes? Bon, donc simplement un gouvernement de bon sens devrait dire... tous les frais inutiles. Mais pourquoi on devrait donner des aides à la presse? Soit votre titre tient debout, les gens l'achètent, soit bye bye, au revoir. Destruction créatrice. Quand ça arrive à une fabrique textile en Normandie, personne ne vient continuer à faire des produits dont personne ne veut. Et supposons que les journalistes ont je ne sais quel droit. Et du coup, quand vous allez... J'ai lu aussi quelque chose... Il y a toute une série de gars qui n'ont jamais, de politiques importants, qui n'ont jamais été invités sur France Inter. Ils sont complètement... des gars parfaitement... mais personne n'est jamais invité sur France Inter. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Mais par exemple, quelqu'un comme... comment s'appelle-t-il, celui qui a quitté Le Pen, qui a monté son mouvement, là Philippot. Philippot, en 15 ou 20 ans d'expérience politique en France, et il a eu des responsabilités importantes, et il a monté un mouvement, mon Dieu, qui tient la route. Pas une fois, il n'a été invité à France Inter. Donc, on paie ces gars-là avec nos impôts, pour que ces gars-là, qui ont été achetés par ces grands milliardaires, empêchent, dans les trucs qui sont payés avec nos impôts, les voix qui ne sont pas d'accord d'être entendues. Donc, il faut fermer ces gens-là. Il faut fermer France Inter, il faut fermer les radios, il faut faire ce qu'ont fait les Grecs. À partir du moment où vous avez YouTube, c'est qu'on va faire les Anglais, ils vont fermer la BBC. Parce que la BBC était devenue tellement à gauche qu'ils disent, écoutez, si ça vous fait rien, vous allez faire ça dans le système commercial. Si vous trouvez des gens qui vous écoutent, parfait. Voilà. Sinon, vous n'avez pas besoin d'être payé par l'État pour raconter des conneries contre le gouvernement. Subversive. Et pour pousser ces idées à la con qui viennent de Rousseau, quoi. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où on se rend bien compte que... Et c'est extraordinairement dangereux, parce que dans le temps, le monde de Rousseau, il était quand même, socialiste communiste, il était quand même pour le pouvoir de l'État, mais contre les riches. Allez, ça a été le... Maintenant, ils ont compris, ces gens de Rousseau, qu'en s'alliant avec les riches, ils pouvaient nous coincer beaucoup mieux qu'en étant... Ils l'ont compris en Californie. Tout en haut. Le middle management ne suit pas vraiment. Hein. Non, mais la NUPES ne suit pas. Hein. La NUPES ne suit pas, mais ils continuent à taper contre les riches et tout. Mais ça, on sait bien que ces gars-là, ils sont... oui, c'est pour faire semblant, c'est pour se donner un genre. C'est pour se donner un genre, c'est pour rappeler les vieux souvenirs quand on était dans les mines tous ensemble et qu'on chantait l'Internationale, c'était quand même beaucoup mieux, quoi. On mourrait à 35 ans, mais enfin, c'était... 100 dents. 100 dents. 100 dents et 100 poumons aussi, d'ailleurs. C'était le... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit donc cette idée missionnaire qui est carrément diabolique, c'est-à-dire que l'homme qui continue à faire son chemin et qui fait feu de tout bois, c'est-à-dire elle a fait feu, et puis qu'elle change le sens des mots, elle a changé les mots chrétiens pour en faire, c'est ce que disait cet Anglais, il disait la plupart des idées folles sont des hérésies du christianisme qui sont devenues folles, quoi. Et qui sont passées par la France. Et qui sont passées par la France. Et c'est fou, donc on se retrouve vraiment... En quelque sorte, c'est toujours le même scénario, mais on met Depardieu à la place de Jean Gabin, si j'ose dire. On change un peu les personnages, on change un peu, mais c'est toujours le même fondement haineux, qui déteste, dans le fond, qui aime l'homme et qui déteste son voisin et qui veut pas l'entendre, qui refuse de l'entendre. Donc cette façon de dire, moi, dès que je vois quelqu'un qui est pour la censure, je me dis, oups, il est de gauche. Oui, bien sûr, surtout à notre époque. Il faut que les gens réfléchissent à ça, parce que beaucoup de gens disent qu'il n'y aura pas de succès pour la France, on ne reviendra jamais à la surface si on ne revient pas d'abord à une structure morale différente. Or, tout notre enseignement depuis 50 ans, ça a été fait au nom de Rousseau. Donc la plupart des gamins sont complètement gangrenés par ça. Tu trouves encore quelques vieux corneaux comme moi qui comprennent un petit peu. Qui disait qu'on ne peut pas être un bon citoyen si on n'a pas une éducation classique?
Ah ben, c'était mon copain avec qui j'avais fait le truc sur le suaire, là. Il disait, c'est ça. Si on n'a pas eu une éducation classique, Upinski, on peut pas être un vrai démocrate. Si t'as pas fait tes humanités. Si t'as pas fait tes humanités, c'est ça. Qui est exactement le contraire de l'humanisme. Ouais. Les humanités, c'est exactement le contraire de l'humanisme. Eux, ils parlent tout le temps de l'humanisme, et nous, on devrait parler tout le temps des humanités. Les gens oubliaient ce que c'était faire ces humanités. Oui. Mais c'est un mot qu'ils nous ont pas encore volé. Ouais, c'est vrai. Donc tout ça, donc on vous a parlé un petit peu, c'est un peu décousu, mais il y a quand même là-dessous des espèces de rivières profondes qui sont là et qui nous ont irrigués pendant des siècles. Et il faut comprendre ce qu'on est en train de faire, quoi. Sinon, on s'en sortira pas. Il faut remonter à la cause première, disait Aristote. La cause première, c'est où tu crois l'individu, où tu crois, où tu veux un collectif. Où tu veux un collectif. Et avec tout ce que ça comporte comme dérive possible. Par exemple, le Confucius, le monde de Confucius où il faut respecter l'empereur et tout, le problème qu'ils ont eu dans leur histoire tout le temps, les Chinois, c'est l'empereur fou. C'est Mao, qui d'un seul coup décide de tuer la moitié des gens. Et comme il faut respecter l'empereur, qu'est-ce que tu fais ? Dans un système de la Ve République, avec un gamin élu, qui est en tout cas fou, je ne sais pas, mais compétent avec un point d'interrogation, on peut se demander si on n'est pas dans un système à la Confucius de l'empereur fou de cette année. De Gaulle avait fait une constitution, aussi curieux que ça paraisse, qui était confucéenne, c'est-à-dire avec une primauté totale de l'exécutif. Évidemment, mais trop pensé pour lui, c'est-à-dire trop pensé avec la dignité de la fonction qui était la minute où vous ne me voudrez pas, vous ne me voudrez plus, je m'en vais. Si tu enlèves cette dignité morale... ça devient la dictature. Légalement, ce qu'il a fait de la Ve permet la dictature. Tout à fait, et on est en train d'y arriver. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir, parce que les dictatures, depuis un certain temps déjà, sont des dictatures qui viennent toujours de Rousseau et de la gauche. Pour moi, c'est ça l'idée essentielle, c'est que la gauche est naturellement liberticide. Voilà. Écoutez, je pense que nous avons un très joli mot de la fin. C'était pas du tout décousu. Je trouve que nos propos ont été amenés les uns après les autres. C'était des très bons développements. Donc c'était un petit peu, pour faire notre opposition entre l'homme individu et le collectif qui veut votre bien et qui vous réduira en esclavage. Donc, faites votre choix, camarades. Faites votre choix, c'est de la servitude volontaire, disait la Brucie. Voilà, de la servitude volontaire. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Surtout, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, Posez des questions. Posez des questions, on essaiera d'y répondre. Et la semaine prochaine, je pense qu'on fera une émission de questions, l'émission de questions mensuelle, donc je vais ouvrir une chronique aussi, enfin un post un peu plus loin pour que vous puissiez les poser. Et on vous dit donc avec le DAF et Charles à la semaine prochaine et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Merci.